6 heures. Départ. Cette manière de pratiquer le ski n'est pas à la portée de tous. Mais chacun peut devenir skieur alpiniste, s'il veut bien s'entraîner un peu et choisir ses buts de course en fonction de ses capacités. Au pied de la face nord, les alpinistes étudient l'itinéraire d'escalade puis l'itinéraire de descente, qui ne sont pas tout à fait identiques. Les alpinistes jettent un dernier regard sur le Mont Blanc et les Grandes Jorasses, l'aiguille verte, l'aiguille d'Argentière et le Chardonnay. Je suis né en 1929, donc c'est le siècle passé. Je suis un vieux du siècle passé, tu vois. Mais je suis comme ça, quoi. Si tu veux, ça me dérange pas. C'est la vie. Sur le sommet, le vent du nord chasse la neige poudreuse. Je m'appelle Denis Berthollet. Je suis né en dessus de Montreux, à Chaulin. Mais j'ai choisi de vivre à la montagne. J'ai travaillé à Zurich, à Genève, à Zurich, et puis ça ne me plaisait pas du tout, alors j'ai choisi de venir m'établir à Verbier, qui à l'époque était vraiment un petit plateau avec 3 ou 4 chalets et 2, 3 hôtels, pensions. Et comme j'avais fait un apprentissage de photographe, j'ai ouvert un magasin de photos, parce qu'il n'y en avait pas. Je voulais filmer un peu les gars qui skient dans les séracs comme ça, avec l'impression que c'était vraiment très, très dangereux, etc. Et alors on a pu faire ça en partie au Petit Combin, puis en partie dans le glacier du Trian. Et puis après, au montage, j'ai mélangé, et puis on voit pas. Mais bon. Et puis au bout de quelques années, je me suis dit, je suis fou, je voulais être guide, maintenant il faut que je le fasse avant d'être trop vieux. Et je l'ai fait, à 28 ans, j'ai pris le brevet de porteur, parce qu'à l'époque, on n'appelait pas aspirant guide, on disait porteur. Alors il fallait monter dans les cabanes avec du matériel, puis faire le porteur. J'ai fait ça 1 ou 2 fois pour être dans le coup. Et, bon, j'ai passé mon brevet de professeur de ski et de guide valaisan. Et voilà, parce qu'à 20 ans, j'avais fait un brevet de professeur de ski suisse, mais on m'a dit à Verbier, c'est pas reconnu en Valais. Il faut faire le brevet valaisan. Alors bon, j'ai refait aussi le brevet valaisan. Neige poudreuse, griserie de la descente. Quand on voit les couloirs, ouais, ça fait plaisir. Parce qu'on se dit, tiens, là, j'ai fait des virages comme ça, comme ça. Ici, c'était comme si on arrivait à en faire beaucoup parce que les skis étaient beaucoup plus longs. Alors, on ne pouvait pas les faire trop serrés parce qu'il fallait se dépêcher. La liberté, tu la trouves au moment où tu skis hors piste. Parce que là, tu as l'impression que tu peux faire tout ce que tu veux, tu es libre, tu es tout seul. J'enseignais ça aux clients en leur disant, faites une trace, ne croisez pas les autres traces, vous faites votre propre trace. Quand vous êtes en bas, vous pouvez regarder votre style, et c'est la signature de ce que vous avez fait. Vous êtes bon skieur ou pas bon skieur. Les Parisiens m'avaient baptisé Monsieur Couloir. Disons que j'ai commencé à skier ces couloirs à partir de 1952, 3, 4, par là. Et tout le monde me disait, il est fou, il va avoir un accident.
Oh, ça soufflait, j'ai dit, mais la foulée c'était fermé ou quoi? Non, c'était volé. Ils ont fermé la foulée. Paul Victor, il fait très bien son travail. Et c'est certainement le meilleur chef des pistes qu'on a eu ici à Verbier depuis longtemps. Il a commencé à comprendre que nos clients, ils avaient plaisir d'aller dans les endroits difficiles et dangereux. Je m'appelle Paul-Victor Amondru, puis je viens d'un petit village qui s'appelle Châtelard, dans le Val du Trien. Tout le monde m'appelle PV. Hein. Ma profession, je suis guide de montagne déjà, et je m'occupe aussi de la sécurité des pistes sur Verbier, qui n'est pas une petite affaire. On a 200 km de piste. Si on a oublié de baliser ou de mettre une balise à un endroit qui est dangereux, avec le nombre de personnes qui viennent sur les pistes, on est sûr et certain qu'il peut y arriver un accident. Donc je t'ai pété le 1 ici, puis je vais peut-être mettre un coup là-haut. Et je prends Mégane avec moi. Ouais. Ah, Mégane, t'as un tortin? Oui, et puis tu me donnes le jour. Moi, je suis à la tête de tout ça, mais il y a un travail d'équipe derrière qui est énorme. Et si tu n'as pas les équipes derrière, tu fais rien du tout seul. En gros, il y a 80 personnes. On a une quinzaine d'enneigeurs, 35 dameurs, et puis une trentaine de gars qui sont à la sécurité. Voilà. C'est un petit peu l'effectif que j'ai en place. J'ai commencé très jeune à faire de la montagne, hein, à partir seul déjà, en regardant le gibier, les chamois, déjà tout petit. Hein. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça qui m'a motivé aussi de faire de la montagne. Bonjour. Salut. Salut. T'as regardé, il y a un vie qui est parti sur un blessé. Toi, t'es descendu jusqu'en bas tout à l'heure. C'est comment en bas? Écoute, c'est un peu brouillard. Avant, c'était un peu serré. C'est beaucoup plus facile de gérer de la neige que 25 000 personnes qui arrivent sur le domaine skiable. Et je crois que la pression, elle est beaucoup plus forte des jours où il y a beaucoup de monde qui arrive sur le domaine que le jour où j'ai 1,50 m de neige. Le jour où il y a 1,50 m de neige, je suis seul dans la montagne avec les copains, avec les patrouilleurs. Il y a des guides, il y a des gars qui sont pas guides, mais qui connaissent super bien leur métier. Donc, on est là et on a un petit groupe et on gère ça. D'accord. Ouais, tu devrais faire comme ça. Mais il ne faut pas les fraiser parce que c'est nous qui avons fourni les banderoles. Toi, tu fais la piste, d'accord? La neige artificielle que tu produis, si tu as du froid et puis c'est sec, c'est bon. Ça sort déjà. Tu vois déjà la hauteur de la neige du ouest. Ouais, alors, on a quand même une bonne couche en bas. Il y a peut-être trop de couches, c'est peut-être fait trop tard, il y a trop d'eau dedans. Il ne faut pas tomber non plus dans la paranoïa parce que si tu analyses tout ce qui peut t'arriver, tu ouvres plus des pistes. Donc après, il faut savoir prendre un certain risque pour ouvrir des pistes. Hein. Il ne faut pas se leurrer parce que d'une fois que tu ouvres une piste de ski, tu ne peux pas dire qu'il n'y a plus aucun risque. La neige qui est là-haut, un jour ou l'autre, elle va descendre. Mais tu ne sais pas quand. Tu essayes de deviner quand c'est qu'elle va descendre, mais tu n'as pas toujours les bonnes clés. Hein. Loin de là. On s'est tous fait peur, en tout cas. On s'est tous fait peur. C'est sûr qu'en côtoyant toujours plus près cette neige et ces avalanches, on se fait tout le temps peur. On se fait peur assez régulièrement, voire on se fait cacher. Voilà. Mais je crois qu'on a tous eu une expérience plus ou moins positive là-dessus. Tant que c'est positif, ça va bien. Moi, je suis prêt, je suis connecté. J'attends que tu me dises de faire péter. Ouais, ok, alors tu peux aller sur le numéro 1. On peut faire des minages à distance. C'est du gaz, ça émet une grosse détonation dans la montagne. Donc on arrive à sécuriser certaines parties du domaine comme ça. Mais c'est super intéressant. Enfin, pour moi, je trouve que c'est génial en fait de tout faire ça. C'est un petit peu ma raison de travailler ici. Hein.
Et quand tu as un gros domaine comme ça, tu sais que tu as toujours quelque chose qui t'arrive sur la tête. C'est rare les journées où ça se passe comme tu avais envie. J'ai vu. De toute façon, je vais remonter là. J'ai plus de banderoles là sur la plaie. Si tout va bien, Ouais, compris, merci. et puis il n'y a jamais rien de spécial, on n'a pas lieu de travailler comme responsable de sécurité. C'est vrai que les situations où il y a beaucoup de neige, il y a du vent, tout ça, c'est là on apprécie le mieux. Je me mets aussi des fois à la place d'une toute petite station. Je suis sûr et certain que moi, si je débarque à Ovrona, il va falloir un certain temps pour capter ce qui se passe, parce que la montagne, elle vit, et puis elle est tellement différente d'un coin à l'autre que ça change tout le temps. Donc je pense que même si pour moi, peut-être dire, ben voilà, il y a peut-être 3 ou 4 patrouilleurs à gérer, c'est peut-être plus facile, mais je suis pas si sûr, parce que il y a la même problématique d'avalanche, il y a peut-être des choses que je connais ici, mais que je connais pas là-bas. Donc je pense que je vais être largué les premiers jours, c'est sûr. Je m'appelle Stanis Michelot. J'ai toujours eu l'habitude de venir à Ovrona parce que j'ai toujours skié sur Ovrona. On avait ce chalet ici, et puis on passait nos vacances en famille. Et puis, donc je connaissais Ovrona depuis toujours, quoi, depuis que je suis enfant. C'est un domaine skiable qui est pratiquement en zone rouge, en zone avalanche. À l'époque, ils ne se sont pas trop posé de questions, ils ont construit des installations, et puis au fur et à mesure, ça s'est agrandi. Et puis, c'est clair que c'est pas un domaine qui est facile, c'est un domaine... on est très proche des montagnes, tous les couloirs d'avalanche, donc ouais, c'est assez compliqué. Ouais. Ça peut être 15 minutes, peut-être 10 minutes, peut-être 15 minutes. Je suis responsable du damage des pistes. Je suis responsable de la prise en charge des blessés, et puis de sécuriser le domaine. Après, quand j'ai contrôlé, il était toujours en position 3. Puis tout à coup, sur le computer, il est devenu à 0. On a un domaine de 30 km de piste. On a 8 installations. On est 2 patrouilleurs en basse saison et on est 3 patrouilleurs pendant la haute saison. Ici, comme c'est une petite station, il faut toucher un peu à tout. Donc c'est vrai que ça arrive fréquemment qu'on donne un coup de main à faire d'autres jobs, quoi. Je vais sur place, mais ça je vais très tôt. Et puis je fais mes mesures là. Après je vais réfléchir comment on va faire la suite. Ça dépend des quantités de neige. Alors en principe, à partir d'une certaine quantité, je vais convoquer les patrouilleurs pour qu'ils viennent à 6 heures. Et puis on va commencer le déclenchement des avalanches. Bien mouillé dessous. On fait beaucoup de déclenchements d'avalanches, surtout pour ça, ouais, c'est pas nécessairement des avalanches qui peuvent arriver sur la piste, mais on fait systématiquement des déclenchements d'avalanches pour sécuriser les alentours. Éviter des avalanches même dans les alentours proches des pistes. Maintenant, si c'est beaucoup plus loin, là, c'est plus mon problème. On m'a envoyé des avalanches sur la tête souvent. En tout, une quinzaine, exactement 13. 13 avalanches sérieuses, puis 2 ou 3 plus petites. Mais disons, j'ai passé en bas, passer par-dessus une barre de rochers, tomber dans une rivière en dessous, tout ça. Bon, je m'en suis sorti, mais c'était des fois un peu de chance. Je fais partie des vieux guides qui ont survécu.
C'est sûr que le goût du risque, ça fait partie du plaisir. Parce que si tu prends des risques que tu calcules, et puis que ça marche bien, ben, tu es très content de toi-même après. Donc ça fait partie du plaisir. Le message que j'ai à dire, c'est qu'il faut apprendre à connaître la neige. Ça, c'est important parce que la neige est une matière spéciale. Quand elle est en mouvement, c'est liquide, mais quand ça s'arrête, c'est du béton. Et ça, les avalanches, tu es pris avec. Tant que tes avalanches avancent, tu peux faire quelque chose, tu peux te défendre un peu. Mais quand tu es pris dans une avalanche qui s'arrête, tu es bloqué dans le béton. Tu n'arrives pas à te défaire toi-même. Allumé. Largué. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est du bon travail. Il n'y a plus rien. Très très bon travail, Sébastien. J'ai une satisfaction intérieure d'avoir réussi à gérer ça, d'avoir réussi à ouvrir, d'avoir pu tout mettre en œuvre pour qu'on arrive à ouvrir les pistes en ayant tenu les horaires, et puis que tout est en place, tout est prêt, que les clients arrivent, qu'ils soient contents, qu'ils passent un bon moment sur les pistes. On doit s'occuper des gens qui arrivent et puis qui respectent les règles. Pour nous, c'est la priorité. Le père de famille qui arrive sur les pistes de ski, qui va skier avec ses enfants, il doit se sentir à 100% en sécurité. Pour moi, c'est ma priorité. Maintenant, le gars qui veut aller sauter une barre de 25 mètres, aller en bas dans des couloirs alors que c'est degré 4 ou 5 et puis se faire prendre, il faut qu'il assume sa responsabilité. Parce que nous, on va peut-être venir le chercher si on peut. Si j'estime que la sécurité de mes gars, elle est assurée. Mais le jour où j'ai plus cette sécurité à 100%, que mes gars qui vont aller chercher ces personnes-là courent un certain risque, je dis, mais attends, il va attendre, il va assumer ses conneries, et puis on va aller le chercher quand on pourra. C'est sûr qu'on a une certaine responsabilité juridique. Tous les cas qui sont un petit peu flous nous retombent dessus les épaules. Et ça, certaines fois, c'est assez dur à supporter. Si tu as un petit peu de doute, ça peut travailler énormément. Et là, tu ne pourrais pas dormir la nuit. C'est sûr que ça m'est arrivé quelques fois, hein, ce ne sera peut-être pas fini, mais d'avoir quelques doutes. Des fois, on a une certaine pression de la hiérarchie. Ils te pousseront peut-être un petit peu plus à ouvrir les pistes, ou bien dire, mais écoute, pourquoi tu n'ouvres pas? Mais je crois que là-dessus, pour moi, cette pression, elle passe assez en dessus de moi, parce que je ne peux pas me permettre de me laisser impressionner par une quelconque pression financière, on dira. Si tu es peut-être un petit peu plus jeune, d'accord, mais là, non. Mais en fait, il faut dire que j'ai une relation assez saine avec la direction. Ils ont compris qu'on n'allait pas
laisser fermer une piste pour simple facilité ou bien aisance de travail. On pourrait presque skier jusque sur la foulée, voilà. On sent le dur dessous, tu vois. Il y a juste ces quelques centimètres de poudreuse qui sont tombés hier. Ouais. Mais la neige, elle est superbe. Oui, magnifique. Mais il y a combien? 10? Ouais, il y a 15 en tout cas. Ah ouais, je pense en tout cas. Oui, il y a facile, 15, 20. Quand je pars faire de la randonnée, même avec des clients, je crois que c'est un petit instant privilégié parce que d'une fois quand tu marches, tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de regarder plein de choses, un petit peu la neige comment elle est, par rapport à ton domaine. Ça te permet de décompresser un petit peu parce que tu es seul avec 1 ou 2 personnes ou 3 personnes. Donc, tu arrives à être un petit peu plus calme. Un peu de vent en haut, hein. Nickel. Bravo. Nickel. Bien marché. Merci. On est seul ici. Ça fait 3 ans que je suis, mais je fais que l'hiver. Hein. Quand je rentre de mon travail, je fais peut-être pas tous les soirs, mais 2-3 soirs par semaine. Je me mets autour, ouais, il y a des heures, ouais. Il y a des heures. Ouais. Puis c'est quelque chose qu'il faut aller minutieusement, mais ça va gentiment, ça se fait gentiment. Faut être patient, faut aller tranquille, puis ça va bien, ça commence à prendre forme. Là, je pense plus au boulot, hein, je me concentre là-dessus. Et puis quand je travaille là-dessus, je le vois en grand, parfois. J'ai l'impression que je le vois en vrai, quoi. Donc tu as l'imagination aussi. Tu imagines les premiers colons qui quittaient l'Angleterre pour partir en Amérique. Ça vient de l'enfance, je pense. J'ai été attiré par les bateaux, par les côtés mer. Ces rafiaux en bois, là, avec des voiles, c'est complexe. Et puis ces gars qui vont naviguer au milieu de l'océan, là, ça va être formidable, quoi. C'est différent de la montagne, quand même. En montagne, t'as les pieds par terre partout, quoi. T'apprécies quand t'es tout en haut. Le matin, quand t'es seul, il n'y a personne. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, quoi. Donc, t'as le jour qui se lève. Puis, le côté silence, c'est impressionnant. Il n'y a rien, il n'y a pas un bruit, rien. Ça il faut être là-haut pour se rendre compte.
j'apprécie, c'est immense. C'est une liberté, c'est l'horizon à perte de vue, quoi. Tu imagines l'Italie, là, tu imagines la France de l'autre côté, les Bernois là-bas. Ah ben, je ressens, disons, une certaine nostalgie de ne pas pouvoir continuer de faire cette descente de Creblay ou une autre dans la poudreuse parce que j'ai plus les genoux pour faire ça. Mais d'un autre côté, j'accepte l'âge qui vient et tout ça. J'ai fait du tellement beau ski dans ma vie que je peux pas m'en vouloir de ne pas pouvoir skier maintenant. C'est pas grave. Je crois que c'est tous les jours la récompense. Il n'y a pas plus un jour ou l'autre de moments forts, je pense. Quand tu pars le matin, tu vas en montagne, tu as un lever de soleil qui est fabuleux, tu pars te balader, tu vas miner. On a une énorme chance de travailler comme ça. C'est vrai que c'est un privilège. Je pense que j'ai déjà fait une grosse partie de mon rêve. Hein. C'est de pouvoir vivre de mon métier dans la nature. C'est déjà un gros rêve que j'ai réalisé.